Bon. Oui, c'est bon, c'est bon. Allez, c'est parti. Donc, c'est en ça que j'appelais ça, donc rapprocher l'éco-hydrologie de la géochimie dans la zone critique. Voilà, en allant des voies d'écoulement vers l'altération. Donc, c'est vraiment un gros dialogue avec Yves Godéris de l'équipe couplage lithosphère, atmosphère, océan, ici au JET, Jean Riotte, qui est donc dans la même équipe que moi au JET, qui a un fort rôle dans le SNO indien dont je vais parler, et Laurent Ruiz, qui est en déplacement entre l'Inde et la France, et Moudou Shekhar, qui est à l'Indian Institute of Science. Donc, ce que vous voyez à droite, en fait, ça illustre un petit peu ce qu'on regarde vraiment, c'est comment le contrôle de la végétation sur les flux d'eau, finalement, avec le prélèvement racinaire, influence la formation du sol que vous voyez en dessous, avec ce profil vraiment. On voit les premiers mètres de sol, et puis de la roche, du saprolite, en fait, qui est de la roche qui commence à être altérée, pourrie, pour petit à petit donner du sol. Et voilà, donc c'est vraiment ce continuum qu'on regarde ici. Donc le problème général, c'est entre le moment où l'eau entre par précipitation dans la zone critique et puis elle sort par évaporation ou par débit dans la rivière. Donc ça, c'est le point de vue de l'eau, mais ça entraîne aussi la formation de sol, la pédogénèse et des exports de nutriments. Donc vraiment, entre les deux, ce qui m'intéresse, c'est cette succession en fait de stockage et de relargage d'eau, en fait, finalement, un stockage transitoire, pardon. Et c'est là où on a des interactions entre eau et roche, notamment l'altération. Et c'est assez crucial puisque c'est des choses qui évoluent dans le temps, qui ont des dynamiques propres, mais aussi qui sont en train de changer du fait du changement climatique notamment et de changement d'usage des terres. Donc l'idée, c'était vraiment d'essayer de regarder avec un niveau de complexité intermédiaire, mais de manière couplée, l'éco-hydrologie et l'altération chimique. Donc c'est le développement d'une plateforme de modélisation appliquée à un observatoire très riche en données. Une page blanche, c'est un peu de mal. Je ne sais pas si vous voyez aussi une page blanche. Moi, c'est une page blanche chez moi. Je vais essayer de. Voilà. Il ne faut pas que j'aille trop vite, en fait. Très bien. Donc le site en question, c'est Moléolé, c'est dans le sud-ouest de l'Inde, donc c'est un bassin versant de 4 km² qui est étudié depuis une vingtaine d'années. C'est couvert d'une forêt sèche, décidue, donc il y a ses feuilles pendant la saison des pluies de mai à octobre à peu près. Donc il pleut 1,2 m par an, mais c'est très très saisonnier puisque c'est la mousson. Et donc on a un cours d'eau qui est intermittent, il coule seulement quand il y a la mousson. Et surtout des nappes phréatiques qui peuvent être assez profondes, au-delà de 40 mètres, mais qui dans tous les cas sont déconnectées de la rivière dans le sens où elles ne nourrissent pas la rivière. Des fois, la rivière infiltre pour aller dans la nappe, mais l'inverse n'arrive pas. Donc on a des sols qui vont de 0,5 à 4 mètres, et en dessous, en fait, on a tout un profil altéré, donc vraiment une roche plus ou moins dégradée chimiquement, et physiquement aussi, qui peut faire 20 mètres de profondeur. Et en dessous de ça, on a une roche fraîche, plutôt du gneiss, en fait, du granit. Donc en bas à gauche, ce que vous voyez, c'est vraiment le contraste entre la saison sèche et la saison de croissance, la saison des pluies. Et en haut à droite, c'est donc la répartition des. Donc on a deux types de sols principaux. C'est vraiment des sols assez organiques et noirs, les sols noirs qui sont souvent dans les fonds de vallée, et les sols plus rouges qui couvrent une grande partie du bassin versant. J'y reviendrai un peu sur le type de végétation qu'il y a, enfin le type de sol et de végétation. Et en bas à droite, je vous montre, c'est un peu le dispositif de mesure qu'il y a. Donc surtout vers l'aval du bassin, il y a pas mal de mesures, il y a pas mal de puits où il y a des piézomètres pour mesurer le niveau de nappe à des fréquences parfois assez élevées. Et on a une mesure de débit qui est fait près de l'exutoire. Et c'est vraiment ces chroniques qu'on va beaucoup utiliser, sachant que colocalisées à ces mesures hydrométriques sont des relevés de contenu, d'hydrochimie de l'eau, donc notamment les éléments majeurs dans l'eau, à une fréquence aussi assez élevée. Alors, est-ce que je vais réussir à passer la diapositive après? Voilà. Donc le modèle que j'utilise, donc un des deux modèles, c'est EcoISO, donc j'ai un peu mentionné avant. Donc c'est un modèle éco-hydrologique 3D, dans le sens où le domaine est un ensemble de mailles qui sont interconnectées latéralement. Et donc là, je fais un zoom sur une des mailles où on a vraiment les processus de prélèvement racinaire, d'infiltration de l'eau dans les différentes couches. Il y en a 3 dans EcoISO, de transfert latéral dans la zone saturée au fond, en surface aussi,
Et vraiment, la transpiration est calculée par bilan d'énergie. Donc, on lui donne le rayonnement en entrée. Donc, il n'y a pas une histoire d'avoir une évaporation potentielle. C'est vraiment le bilan d'énergie qui donne la transpiration, l'évaporation de l'eau interceptée et l'évaporation du sol. Et le transfert latéral seront calculés juste en utilisant des conductivités hydrauliques. Donc, il y a un couplage fort entre vraiment l'écologie et l'hydrologie et le bilan d'énergie. Et ce modèle, donc, on va le coupler avec, on va le mettre en cascade plutôt, pardon, avec Witch, qui est un modèle d'altération chimique modulaire. C'est-à-dire que voilà, c'est des boîtes en fait qui s'adaptent à ce qu'on lui donne en entrée. J'y reviendrai un peu plus tard, mais lui, ce modèle est vraiment basé à la base sur les lois de la cinétique de l'altération, enfin des lois de laboratoire en fait, qu'on extrapole aux conditions de terrain qu'on lui donne en entrée. Donc voilà comment j'ai interfacé les deux modèles. Donc il y a beaucoup de texte ici, mais finalement à gauche vous avez la partie éco-hydro et à droite la partie géochimie. Et ce qu'il faut retenir ici, c'est vraiment ce qu'on donne en entrée et puis ce qu'on a en sortie. Enfin, ce qu'on donne en entrée de l'éco-hydrologie vraiment de manière dynamique, c'est le forçage météo, la dynamique des feuilles aussi qu'on peut forcer. Et donc les caractéristiques bien sûr de ce qu'on modélise, hein, la topographie, etc. Et en sortie, en fait, il va donner donc ce qui est important ici, c'est les contenus en eau et les flux d'eau entre les différentes couches et entre les différentes mailles, et aussi la productivité primaire nette qu'on peut utiliser dans Witch. Et donc ça, c'est rentré dans Witch directement sous forme d'un gros fichier NetCDF de forçage, en fait, finalement. Et Witch comprend que du coup, ça lui donne à la fois la géométrie de toutes les boîtes qu'il va avoir. Donc ici, par exemple, une simulation 3D de boîtes qui sont distribuées latéralement et verticalement. Mais aussi, du coup, les flux d'eau et les contenus en eau dont il a besoin pour calculer les taux de dissolution et de précipitation, avec aussi en entrée ce qui arrive par la pluie ou en pluvieux lessiva d'éléments chimiques. Et en sortie, il va donner donc les taux de dissolution des minéraux, de précipitation des minéraux, la concentration en éléments majeurs, le pH, mais aussi l'âge de l'eau, qui est finalement un traceur dont on peut calculer par équation de mélange la propagation dans le bassin versant. Donc ça, c'est faisable en 3D, mais c'est faisable aussi en 2D ou même sur un profil 1D, comme je l'ai déjà testé récemment. Donc ça dépend vraiment de ce qu'on veut faire. C'est assez modulaire. Alors, je vais essayer, j'arrive pas à changer. Ah oui. Donc, pour nos simulations dans ce bassin indien, les simulations éco-hydrologiques sont des simulations journalières sur la période 2003-2019, avec une maille de 90 mètres de côté. Et on fait 3 couches. La première qui est de quelques mètres, la deuxième couche qui correspond au saprolite et la troisième couche qui correspond plutôt au bedrock. Et pour paramétriser tout ça, je reprends les deux classes de sol noires et rouges que j'ai pour vraiment séparer les porosités, la conductivité hydraulique, les fonctions de paiement de transfert. Par contre, dans le saprolite et le bedrock, je suppose que c'est latéralement uniforme, ce qui n'est pas vrai, mais c'est une première approximation pour pouvoir avoir un cas d'étude qui tourne. Et pour la végétation, je considère 5 classes de végétation. Donc, dans le bassin versant, on a vraiment un faciès, en fait, une association d'espèces d'arbres qui sont le teck, le terminalia et alors là, je l'ai pas mis, l'agnodiecius, qui sont vraiment 3 arbres qui sont souvent entre eux avec de l'herbe à éléphant. Donc, c'est ce qu'on va appeler ATT ici. Et je les ai séparés en 3 classes, vraiment, dans le bassin versant. Donc, c'est qui est rouge, bleu et vert, selon leur position topographique, parce qu'on suppose que leur profil racinaire va vraiment changer et qu'on ne peut pas les paramétriser en commun sans considérer leur répartition topographique. Et les autres espèces qui sont disponibles, qui sont présentes dans le bassin versant, c'est les arbres choréa, qui sont plutôt là où le sol est assez fin, là où il y a du saprolite qui affleure, et dans les marais en fond de vallée, ici en orange, les cériscoïdes. Donc c'est vraiment les 5 classes de végétation qu'on considère pour la paramétrisation. Et donc pour la paramétrisation, et donc la calibration est faite de manière multicritère, en utilisant à la fois le débit à l'exutoire et la profondeur de nappe dans 6 puits. Et avec cette calibration multicritère, on calibre 45 paramètres à peu près, ce qui fait beaucoup, dont 21 qui sont reliés à la végétation. Et pour cela, je fais du Monte Carlo sur à peu près 150 000 sets de paramètres. Donc, je vais présenter quelques résultats rapidement pour l'éco-hydrologie, si ça se charge. Voilà. Donc, ce qu'on voit en haut, c'est la pluie sur la période 2003-2019. La ligne d'en dessous, c'est le débit à l'exutoire, qui est du coup intermittent.
Et en dessous, c'est les niveaux de nappe à 4 puits. Donc les points, c'est la donnée et les lignes vous montrent un ensemble des 30 meilleurs runs avec la médiane et la dispersion de 80%, l'intervalle à 80%. Et en fait, j'ai séparé une période de calibration et de validation. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'au final, le modèle propose un espèce de compromis. Il capture à peu près la dynamique saisonnière, on va dire, que ce soit le débit, même si on n'a pas des mesures sur toute l'année, en fait, des fois, il y a des mois qui ont été ratés, pour le débit en haut à gauche ici. Et pour les nappes, c'est un peu pareil, c'est une position un peu intermédiaire, dans le sens où le modèle arrive à capturer des différences entre les différentes positions topographiques, où vraiment on a une dynamique plus atténuée en haut de versant par rapport à ce qu'on a près de l'exutoire. Notez que les échelles de profondeur ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc vraiment, en haut de l'exutoire, on a une nappe qui est à 40 mètres. Le modèle n'arrive pas à aller aussi profond que 40 mètres dans ce qui est mesuré, mais il a une dynamique assez relativement aplatie, en tout cas bien plus que près de l'exutoire. Mais cette hétérogénéité de profondeur de nappe qui est difficile à capturer ça reste encore, il y a encore du chemin à faire pour avoir les profondeurs absolues, mais la dynamique reste quand même reproduite, on va dire en amplitude, dans pas mal d'endroits, même si il a tendance un peu à trop se recharger durant la période 2011-2013, alors que les mesures montrent que les nappes sont restées quand même assez loin de la surface. Donc voilà, ça c'est un peu le compromis éco-hydrologique qu'on a trouvé. Je ne vais pas aller dans le détail de vraiment une évaluation, parce qu'ici, je n'ai pas le temps par diverses métriques. Mais ce que je veux illustrer vraiment dans cette présentation, c'est le potentiel qu'on a de simulation. Donc, ce que je vous montre ici, c'est maintenant des résultats purement de simulation avec EcoISO. Donc, en haut, c'est la précipitation. Au milieu, en fait, c'est les flux intégrés à l'échelle du bassin versant entier pour différentes sorties. Donc, que ce soit l'évaporation de l'eau interceptée, l'évaporation du sol en orange, la transpiration en vert, le drainage profond en noir, et le débit à l'exutoire en bleu. On notera que le débit à l'exutoire est quand même assez, ça c'est constaté sur le bassin versant, c'est à peine 10% maximum des exports à l'année. Donc c'est pas du tout le flux majoritaire et c'est vraiment la transpiration qui contrôle une grande partie du partitionnement de l'eau dans le bassin. Et en bas, ce qu'on voit, c'est l'âge associé à ces différents flux. L'âge de l'eau depuis le moment où la pluie est arrivée. Et alors, bon, il y a plusieurs choses à voir ici, mais une première chose, c'est sur laquelle je me focalise, c'est à quel point, quand on regarde l'âge de l'eau, on voit que juste avant la saison des pluies, l'eau, en fait, a tendance à vieillir. L'eau utilisée par les plantes en vert, ici, est plus vieille, tout simplement, parce que on commence à taper dans les réserves de l'an d'année qui s'amenuisent, et donc on commence à avoir des eaux peut-être plus profondes, plus vieilles, qui sont puisées par les racines. Et on voit qu'il y a une variabilité interannuelle ici, avec sur les années notamment 2000-2005, enfin 2003-2005, on avait une sécheresse juste avant, aussi en 2007, etc., où on voit vraiment les années où la pluie de l'année précédente, finalement, n'a peut-être pas été suffisamment bonne pour empêcher d'aller puiser dans des réserves plus vieilles et donc potentiellement plus proches du point de limite. Et on voit aussi que dans certains cas, j'ai raté. Bon, voilà. On voit aussi que dans certains cas, l'eau qui est drainée dans les nappes, donc c'est ici en noir, on voit que si on a une sécheresse assez prolongée, en fait, le flux de l'eau drainée sous la nappe s'effondre aussi. C'est les deux trucs en violet que je vous montre ici. Et on voit aussi que l'âge de la nappe a augmenté. Ce qui est assez intéressant parce que la nappe est assez profonde et n'est pas souvent affectée par des changements d'âge de l'eau. Et en fait, ici, on peut voir un effet en fait d'une sécheresse plus prolongée. Voilà, donc ça c'était juste une illustration en éco-hydrologie ce qu'on pouvait regarder avec le modèle EcoISO. Et je passe rapidement du coup à la géochimie parce que le temps file. On a mis en place des simulations géochimiques en utilisant la minéralogie disponible dans le bassin versant, les données de géochimie en entrée. Et pour interfacer les deux modèles, pour compléter ce que j'ai montré tout à l'heure, EcoISO il fonctionne avec 4 couches. La couche de surface, et 3 couches de sol, enfin de sous-sol. Et Witch, lui, on va le subdiviser en des couches un peu plus fines. C'est pour ça qu'il y a une étape intermédiaire en fait de réinterpolation en fait de tous les flux et contenus en eau pour avoir plus de couches qui sont moins profondes pour pouvoir espérer avoir un équilibre géochimique. C'est pour ça, c'est ce que je montre ici. Donc là, on passe de 4 couches à 31 couches et on passe de flux journaliers à des flux mensuels. Et donc en faisant ça, on a lancé Witch. Je vous montre juste quelques résultats de comparaison avec les données, si ça veut bien se charger. Voilà.
Ce qu'on voit ici, c'est de la chimie, enfin, c'est le pH de l'eau. Donc, les courbes, c'est simulé pour 5 simulations et les points, c'est la mesure. À différents puits, donc P6, P10, P12, P1. Et ce qu'on voit, c'est qu'on capture à peu près, on n'est pas trop mal, globalement. Parce que ça, c'est vraiment, encore une fois, c'est une espèce de premier essai, c'est un couplage préliminaire. Et on voit on est dans l'ordre de grandeur des mesures, enfin des données mesurées. Ça, c'est dans les pluies. On voit que par contre, en bas à gauche, dans le cours d'eau, en fait, on perd en fait en variabilité. La mesurée, c'est ici, c'est la courbe un peu stable. En fait, on perd en variabilité par rapport à ce qui est réellement mesuré. Et ça, j'y reviendrai après. Je vais montrer juste un autre élément et puis après, je vais sauter une slide. Juste pour vous montrer le sodium, où là, ben, on sous-estime un peu, par exemple, il y a un problème de production du sodium parce qu'on sous-estime dans beaucoup de cas, en fait, les concentrations mesurées par rapport à ce qui est simulé. Donc ça pose la question, ben, finalement, des taux de dissolution qu'on a pour les minéraux qui sont concernés. Et le calcium, j'ai pas le temps. Ah non, la silice, j'ai pas le temps de la discuter parce que je voulais juste montrer un dernier résultat, en fait. C'est le potentiel de cet outil de simulation, c'est pas seulement d'avoir en des points précis comparés avec les données, mais c'est aussi après pouvoir peut-être, une fois qu'on a validé le modèle, regarder des patrons spatio-temporels. Donc là, je vous montre sur un transect nord-sud qui est montré en haut à gauche. En fait, le pH moyen ou la concentration en sodium ou en dessous la concentration en silicium finalement sur un profil topographique. Et on voit vraiment une variabilité verticale, mais aussi latérale. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que cette variabilité en concentration moyenne n'est pas la même forcément que la variabilité qu'on voit pour l'amplitude annuelle du pH, l'amplitude annuelle de la concentration en sodium ou l'amplitude annuelle de la concentration en silicium. Et donc, ça montre l'intérêt de simuler à la fois de manière spatialisée, pour voir vraiment des contrastes spatiaux, latéraux, on va dire, et verticaux, mais aussi à une échelle de temps qui n'est pas trop moyennée, parce qu'on voit vraiment qu'il y a un cycle saisonnier qui n'est pas négligeable avec ce que je montre à droite, donc une amplitude annuelle qui n'est pas négligeable du tout. Voilà. Donc, en conclusion, donc voilà, on a développé un ensemble de simulations spatialement distribuées pour regarder pour pouvoir évaluer face à plusieurs données éco-hydrologiques et géochimiques. Cette mise en cascade en fait permet de séparer finalement les incertitudes qu'on a éco-hydrologiques et géochimiques pour savoir si par exemple si on modélise mal la concentration en sodium, si c'est dû à l'hydrologie en amont ou si c'est dû aux réactions géochimiques qu'on a en aval. Savoir à quel stade finalement on peut évaluer le modèle comme bon ou mauvais. Et comme j'ai dit avant, c'est difficile finalement de reproduire toute l'hétérogénéité qu'on a dans le bassin versant. Et donc, ça pose la question des choix à faire en termes d'hétérogénéité des caractéristiques, mais aussi, par exemple, du profil racinaire que j'ai essayé de faire ici. Mais voilà, je vous montre une illustration à droite avec vers quoi on pourrait aller. Et il y a aussi le besoin d'avoir un interfaçage entre la chimie de l'eau de rivière et le sointement du sol qu'on n'a pas ici dans la modélisation puisque la nappe est déconnectée finalement. On n'a pas de résurgence vraiment de l'eau du sol vers la rivière. C'est pour ça qu'on a un signal très très plat dans la rivière qu'on ne voit pas dans la réalité. Donc ça pose la question de savoir quel pas intermédiaire on a raté. Et finalement, alors j'en ai pas discuté ici, mais les simulations géochimiques sont très sensibles aux surfaces réactives qu'on donne, qui est un peu l'arlésienne de ce que j'ai compris dans la modélisation géochimique. Et donc là, il y a tout un dialogue à avoir avec des expérimentalistes parce qu'on a commencé à améliorer nos estimations, mais il y a encore du boulot. Voilà, j'ai été un peu long, je suis désolé, mais je vais m'arrêter là et si vous avez des questions, ça sera avec plaisir. Merci.